Abu Dhabi, un émirat né entre la mer et le désert, le pétrole et la richesse, le luxe et les traditions. Une nation jeune et dynamique qui se réinvente perpétuellement. Un miracle de modernité sorti du désert au début des années 1970. Le changement a été radical. Je pense qu'aucune autre région du monde n'a connu une évolution aussi fulgurante. Comment ce pays en est-il arrivé là? Son histoire est fascinante. Ces 30 dernières années, aucun autre pays ne s'est développé à un tel rythme. Au milieu du XXe siècle, Abu Dhabi faisait partie des régions les moins développées du monde. Aujourd'hui, elle affiche un niveau de revenus comparable à celui des pays industrialisés. Sa population frôle les 2 millions d'habitants. Plus des 3/4 sont des expatriés venus travailler et vivre dans des infrastructures de classe internationale qui ont poussé en plein désert. Comment la culture et les traditions peuvent-elles perdurer dans un pays qui connaît l'une des plus fortes croissances au monde ? Abu Dhabi est à la fois le plus grand des Émirats arabes unis et la capitale fédérale du pays. Situé au sud-est de la péninsule arabique, il est bordé par le golfe Persique, ce qui offre à ses habitants une ouverture sur la mer. Mais le désert, qui compose plus de la moitié du pays, confère à la société émirati une très forte identité culturelle. L'archéologue Peter Hellier a découvert Abu Dhabi en 1975. Après avoir passé plus de 35 ans à en dévoiler le passé, il représente un formidable témoin des changements que le pays a connus. Quand vous voyez les habitants d'Abu Dhabi, issus de tribus traditionnelles, qui conduisent des voitures puissantes et vivent dans des immeubles climatisés, on a du mal à imaginer la vie que menaient leurs ancêtres. C'est également difficile de voir comment ces traditions ont été perpétuées jusqu'à aujourd'hui, grâce à certains de leurs descendants. À l'origine, la population de l'émirat d'Abu Dhabi était composée d'un mélange de tribus nomades, des bédouins qui se déplaçaient avec leurs dromadaires, mais aussi parfois des chèvres et des moutons, à la recherche des points d'eau susceptibles d'abreuver leurs animaux et d'étancher leur propre soif. Les tribus nomades qui ont domestiqué les dromadaires ont également créé des systèmes d'irrigation dans les oasis et appris à survivre dans l'un des déserts les plus hostiles de la planète. Sur la côte, des villages se sont spécialisés dans le commerce des perles avec l'Inde, la Perse ou la Turquie. Ce mode de vie a perduré pendant plusieurs millénaires, jusqu'à ce qu'un trésor soit découvert par-delà le désert à la fin des années 1950. Le pétrole. En quantité suffisante pour transformer une société entière. Et un homme va devenir le grand artisan de ce changement. En 1966, Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan prend le pouvoir à Abu Dhabi. Il sait que le pétrole peut transformer et enrichir son pays.
Cheikh Zayed fait construire des routes, des hôpitaux, des écoles, des universités. Il sera le principal instigateur de la création des Émirats arabes unis, mais sans jamais oublier comment était la vie avant le pétrole. Leurs parents et probablement leurs grands-parents avaient souvent soif. La nourriture aussi était une denrée rare. S'ils rentraient bredouilles de la chasse, ils n'avaient rien à manger. Il n'y avait pas d'eau courante à l'époque, pas plus que des supermarchés ou des climatisations. Cheikh Zayed pensait qu'il était important de transmettre cette mémoire aux générations présentes, pour qu'elles soient conscientes des conditions dans lesquelles vivaient leurs ancêtres, pour qu'elles vivent d'une façon juste et durable, en accord avec l'environnement, et pour qu'elles soient reconnaissantes des bienfaits dont elles profitent maintenant. Ses ancêtres ont développé l'une des relations homme-animal les plus singulières qui soient. Le faucon sacré est à la fois l'emblème national des Émirats arabes unis et l'animal de chasse traditionnel dans la culture arabe. À Abu Dhabi, la fauconnerie n'a pas du tout la même signification qu'en Europe. Ici, ce n'est pas considéré comme un sport ou comme un loisir. La fauconnerie est née à une époque où les habitants étaient encore des bédouins qui vivaient dans le désert, dans des conditions extrêmement difficiles. Ces bédouins savaient que des oiseaux passaient par la péninsule arabique pendant leur migration, et notamment au-dessus de l'émirat d'Abu Dhabi. Ils sont donc allés dans cette zone, ont capturé des faucons sauvages et les ont apprivoisés pour chasser de la viande et ainsi subvenir aux besoins de leur famille. Le professeur Marguerite Müller vit dans la capitale émiratie depuis la fin des années 1990. Elle a quitté sa Bavière natale afin de diriger l'hôpital pour faucons d'Abu Dhabi, le plus grand du monde. La relation entre le bédouin et le faucon est très intéressante. Il existe un lien très fort et réciproque entre le fauconnier et son animal. Le faucon reconnaît son maître, le fauconnier. Et celui-ci, en retour, prend très grand soin du faucon. Les fauconniers aiment leurs oiseaux. On s'en rend compte tous les jours dans notre hôpital. Mais même si aujourd'hui ils leur font régulièrement passer des examens de routine, le concept de la fauconnerie n'a pas changé. Les voyages des fauconniers, par exemple, se déroulent exactement comme autrefois. C'est pour cette raison que nous sommes heureux, mon équipe et moi-même, de pouvoir contribuer à cette évolution. Car une nation basée sur le mode de vie des Bédouins ne peut pas entrer dans le 21e siècle si elle oublie ses racines. Ces racines sont ancrées dans la vie des Bédouins. Une vie nomade qui n'attachait que peu d'importance à la propriété foncière. Jadis, la richesse d'un homme se mesurait au nombre de dromadaires et de faucons qu'il possédait. Ce qui est intéressant, c'est que la relation que nourrissent les Émiratis avec certains animaux semble aujourd'hui évidente. Mais en réalité, il y a 7000 ans, s'ils avaient déjà domestiqué vaches, moutons et chèvres, ce n'était pas le cas des dromadaires. Il a fallu attendre l'âge du fer, il y a environ 3000 ans, pour voir les premiers dromadaires domestiqués. Grâce à ça, les Bédouins ont pu traverser le désert. Sans le dromadaire, c'était impossible. Cet animal pouvait non seulement traverser lui-même le désert, mais aussi emmener avec lui toute une tribu.
hommes, femmes, enfants, ainsi que leurs effets personnels. C'est ce qui a permis aux gens de migrer, d'aller d'un point à un autre. Ces dromadaires fournissaient également aux Bédouins du lait, de la viande et même des couvertures et des tentes, comme ils le font encore à l'heure actuelle. Le marché aux dromadaires d'Al Ain est très réputé. Éleveurs et acheteurs y viennent des 4 coins du pays. Les bêtes sont placées dans des enclos en fonction de leur utilisation. Les jeunes dromadaires, élevés pour leur chair, sont séparés des animaux plus vieux destinés à la production laitière et à la reproduction. Mais les racines de cette culture sont plus profondes qu'il n'y paraît. Des fouilles archéologiques récentes ont mis au jour un grand nombre d'objets anciens prouvant la présence de l'homme dans cette région depuis l'âge de pierre. Fabriqués il y a plus de 7000 ans, ces objets artisanaux nous dévoilent un passé jusque-là insoupçonné. Le parc archéologique de Hili constitue le plus grand site datant de l'âge du bronze aux Émirats arabes unis. Ces vestiges, vieux de plus de 4000 ans et admirablement mis en valeur par un jardin paysager, sont ouverts au public. Le grand tombeau de Hili date du 3e millénaire avant Jésus-Christ. À cette époque, les peuples du sud-est de l'Arabie enterraient leurs morts dans des tombes collectives. Celle-ci a probablement accueilli plusieurs centaines de corps. Les gens ont construit des sortes de tours en briques crues autour du site Hili 8 afin de protéger et sécuriser le puits. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces gens n'étaient pas seulement des fermiers. S'ils sont devenus riches à l'âge du bronze, c'est grâce aux ressources qu'ils ont trouvées dans les montagnes. Je parle bien évidemment du cuivre. L'exploitation de cette ressource a pris une importance considérable dans tout le sud-est de l'Arabie. La montagne Jabal Afit, qui surplombe Al Ain, forme la frontière naturelle entre les Émirats arabes unis et Oman. Culminant à plus de 1200 mètres, elle est célèbre pour ses ruines. Ce site est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a 5000 ans, les premiers habitants de cette région ont utilisé l'escarpement nord et les versants est de la montagne pour y enterrer leurs morts. Plus de 500 tombes y ont été découvertes avec à l'intérieur des poteries originaires de Mésopotamie. Pourquoi cette civilisation de l'âge du bronze s'est-elle développée dans cette zone précise? Pourquoi Al Ain? Pourquoi Jabal Afit? La réponse est simple, la localisation. Cette région offre en effet un certain nombre d'avantages. C'est un carrefour stratégique, un lieu de passage entre l'Arabie du Sud-Est et bien sûr le Nord-Ouest, vers l'Iran et l'Asie. On y trouve de l'eau, mais aussi du cuivre, ainsi que de précieuses ressources alimentaires. Une faune composée de gazelles, de lièvres, d'oryx d'Arabie, autant d'éléments qui avaient de quoi intéresser les populations. Sans oublier les ressources marines. C'est ainsi qu'est né ce mode de vie, dans lequel on passait une partie du temps dans les montagnes, une autre dans les oasis, près des dattiers, ou encore sur la côte pour la pêche. Ce mode de vie, qui consiste à se déplacer entre différentes zones écologiques, tantôt pour y chercher de l'eau, tantôt pour y chercher de la nourriture, sera à la source de la vie nomade menée plus tard par les Bédouins.
La mer a aussi façonné cette culture par le biais d'une autre activité importante, le commerce. La découverte d'une poterie vieille de 7000 ans pourrait bien prouver l'existence d'un commerce à travers le golfe Persique entre la Mésopotamie du Sud et une communauté vivant sur une île au large de la côte des Émirats arabes unis. Cette poterie a été fabriquée dans le sud de l'Irak, il y a plus de 7000 ans, avant d'être transportée sur l'île de Marawa. C'est un phénomène intéressant, car on sait qu'à cette époque, les gens se servaient de bateaux primitifs pour monter et descendre le long du golfe. Ils faisaient donc du commerce. Dès la préhistoire, l'homme a commencé à faire des affaires avec des civilisations voisines, des empires voisins, comme nous le faisons à l'heure actuelle. Nous avons donc plusieurs perspectives différentes concernant cette époque. Les échanges commerciaux reliaient la Mésopotamie au golfe du centre et du sud. Les Émirats arabes unis avaient des liens avec Oman, qui en avait avec Zanzibar et l'est de l'Afrique. Toute cette zone complexe, à l'ouest de l'océan Indien, a donc été connectée, et ce, dès la période préhistorique. La voile latine n'est pas arrivée en Europe avant le Moyen Âge. C'est ce type de voile qui a permis aux Portugais de naviguer jusqu'au Nouveau Monde, de franchir le cap de Bonne-Espérance et de conquérir de grandes zones dans l'océan Indien. Mais les marins d'ici connaissaient déjà ces voiles depuis 2500 ans. Je pense donc que, quand on évoque l'histoire des Émirats et d'Abu Dhabi et la nature de ce peuple, il faut savoir qu'ils ont toujours pratiqué le commerce international maritime. Ils n'ont jamais été isolés. En souvenir de cette époque, des courses de boutres sont encore organisées de nos jours à Abu Dhabi. Les concurrents suivent l'itinéraire des boutres perliers d'autrefois, qui se faisaient la course pour arriver les premiers au port afin d'obtenir le meilleur prix pour leurs perles. Au port d'Abu Dhabi, face aux gratte-ciel et aux autoroutes, une communauté de pêcheurs vit et travaille encore avec des bateaux qui ressemblent aux vestiges d'une époque lointaine. Il nous rappelle que cette ville ultramoderne n'était qu'un port dédié à la pêche et aux perles il y a moins d'un siècle. Aujourd'hui, la ville d'Abu Dhabi est une capitale cosmopolite dans laquelle se mêlent modernité et culture arabe traditionnelle. En 1966, quand Cheikh Zayed a pris le pouvoir, la population d'Abu Dhabi n'excédait pas les 20 000 habitants. Au début du XXIe siècle, ce chiffre atteignait les 600 000. La ville fait aujourd'hui penser à Manhattan, avec ses hautes tours modernes et sa population venant des 4 coins du globe. Tel un phare à l'entrée de la ville, voici la mosquée Cheikh Zayed, l'une des plus grandes du monde. Elle représente un symbole culturel qui dépasse les frontières, avec des fidèles venant de partout. Pour créer cet emblème national, du cristal d'Autriche, du marbre d'Italie, de Chine et de Grèce, et du carrelage calligraphié de Turquie ont été associés, sans oublier l'or 24 carats qui orne le sommet des dômes. Des maîtres artisans venus du monde entier ont travaillé sur les meilleurs matériaux pour ériger cet immense lieu de culte.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le site de la mosquée, d'une superficie de 2,2 hectares, est grand comme 5 terrains de football et peut accueillir plus de 40 000 fidèles. Culture arabe traditionnelle et modernité s'entremêlent à Abu Dhabi. Mais l'âme intrinsèque de la ville dépend maintenant de son avenir. Comme celui qui se dessine aujourd'hui sur l'île de Saadiyat. Frank Gehry, Zaha Hadid, Jean Nouvel ou encore Tadao Ando, les meilleurs architectes du monde, y créent un quartier culturel où les musées Guggenheim et Louvre, ainsi que le musée national Zayed, joueront un rôle important pour la population locale. Une population qui devrait tripler dans les décennies à venir, pour atteindre les 3 millions d'habitants. Grâce à une technologie moderne et à des milliers d'ouvriers, Abu Dhabi va connaître une seconde naissance. Pourtant, aujourd'hui encore, la ville doit faire face à un voisin qu'elle connaît bien. Le désert. Les tempêtes de sable font partie intégrante de la vie à Abu Dhabi. Depuis la nuit des temps, les vents du désert soufflent, créant des tempêtes composées de fines particules de sable. Malgré cet environnement hostile, les Bédouins ont réussi à établir leur premier village. Au XXIe siècle, la ville, elle aussi, dompte le désert. Mais jusqu'au siècle dernier, les terres d'Abu Dhabi ont été âprement disputées, donnant lieu à des combats qui ont agité la région dans ses moindres recoins. Ces combats appartiennent au passé, même si certains symboles sont encore visibles aujourd'hui. À Abu Dhabi, les hommes pratiquent toujours l'ayala, une danse guerrière populaire. Lors de cette danse, les participants forment 2 à 4 rangées, brandissant un bâton en guise de sabre et avançant puis reculant tour à tour pour symboliser la victoire et la défaite, comme ils le faisaient dans un monde qui semble maintenant bien lointain. Ce monde, Wilfred Thesiger l'a décrit dans ses livres. Wilfred Thesiger était un étranger, un Anglais qui a traversé 2 fois le désert et rejoint Abu Dhabi, après un voyage aujourd'hui considéré comme la dernière grande expédition menée en Arabie. Thesiger portait la tenue des Bédouins qu'il avait surnommé Cheikh Moubarak du Nord et il parlait leur langue. Ces livres évoquent une époque marquée par les conflits et la loyauté, les traditions et la guerre, les hommes et les chevaux. Le cheval arabe a 4 ou 5 000 ans. Et de ce que l'on sait, il est originaire d'Arabie. Si l'homme a élevé cette race de cheval, c'est avant tout pour faire la guerre. Ce n'était pas pour des raisons esthétiques, ni pour être le propriétaire d'un beau cheval. Non, c'était pour une autre raison bien précise, la guerre. Et c'est ancré dans l'histoire arabe. Toutes les guerres ont été menées à dos de dromadaires et de cheval. Ali Al-Ameri entraîne des étalons et des juments depuis toujours.
Dans ses écuries, près d'Al-Wadba, il perpétue la longue tradition bédouine d'élevage de pur sang arabe. Avant les 4x4, nous avions des chevaux et des dromadaires. Et si le cheval n'était pas bien dressé, et qu'il s'enfuyait parce qu'il avait peur, ou pour toute autre raison, et qu'il vous laissait seul dans le désert, c'était la mort assurée. C'est pour ça que nous dressons nos chevaux à rester à nos côtés, auprès de nous. Quoi qu'il arrive, quoi qu'ils entendent ou quoi qu'ils voient. Ils doivent être suffisamment courageux et calmes pour gérer tout ce qui se passe autour d'eux sans jamais avoir peur. Ali tient à transmettre son savoir à ses fils, notamment Sultan, à qui il enseigne l'art de maintenir un lien particulier avec les chevaux, comme le faisaient leurs ancêtres. Pouvez-vous traverser l'océan à la nage? Même le meilleur des nageurs en est incapable. Pour moi, le pur sang arabe est comme l'océan. Il m'apprend tous les jours de nouvelles choses. Après toute une vie passée auprès des chevaux, j'en apprends encore sur eux. Et il m'enseigne chaque jour de nouvelles choses. Aujourd'hui, les courses de dromadaires constituent l'un des sports les plus populaires d'Abu Dhabi. Elles sont suivies par des milliers de téléspectateurs. Pendant des millénaires, les Bédouins ont procédé à un élevage sélectif afin de préserver une lignée pure de dromadaires de course élégants, mais aussi plus forts et plus rapides. Ces 14 000 dromadaires de course sont aujourd'hui au cœur d'une industrie qui emploie pas moins de 9 000 personnes. Grâce à la technologie moderne, les enfants jockeys, dont l'utilisation a suscité de vives polémiques par le passé, ont été remplacés par des robots. Les vainqueurs reçoivent des cadeaux ou des chèques pouvant atteindre plusieurs millions de dirhams. Mais la victoire n'a pas seulement une valeur économique. À Abu Dhabi, la tradition vaut toujours plus que l'argent. Le propriétaire d'un champion gagne surtout honneur et prestige, comme autrefois. Avec leurs chevaux, leurs faucons et leurs dromadaires, les Bédouins ont foulé le désert et sont devenus les maîtres du sable, ce quart vide qui formait avant eux une barrière pour les humains. Et pour le protéger, ils ont construit des forts le long de ses frontières. À 4 km de la frontière avec Oman, le fort Al-Meziad, bâti au XIXe siècle, offre une vue plongeante sur la vaste plaine. Protégé par la montagne Jabal Afit, c'est l'une des constructions les plus grandes et les plus fortifiées de la région d'Al-Ain. Il permettait à ses défenseurs de voir au loin les éventuelles menaces en approche. Ces forts ont été érigés pour protéger le plus précieux de tous les trésors, l'eau et le sol fertile des oasis. Dans la même région, le fort Al-Jaili, l'un des plus grands du pays,
symbolise la puissance et le pouvoir dans la durée. Construit à la fin du XIXe siècle, il a servi de résidence d'été pour la famille royale, loin de la chaleur moite de la côte. Situé près de l'oasis d'Al Ain, ces tours rondes reflèteraient une ancienne tradition de fortification. Sur le site Ili, les ruines d'une tour circulaire remontant au 3e millénaire avant notre ère ont été découvertes, ce qui montre à quel point les oasis étaient jalousement gardées. Mais ce fort ne protégeait pas uniquement l'oasis d'Al Ain, parce qu'elle est la plus grande de la région. Pendant des milliers d'années, cette zone luxuriante surnommée la Ville-Jardin a représenté une étape importante pour les caravanes qui empruntaient les anciennes routes commerciales à travers les grandes mers de sable d'Arabie. Aujourd'hui, Al Ain est devenue une ville moderne, à la population grandissante, la deuxième plus grande de l'émirat d'Abu Dhabi. Mais au cœur de l'oasis, son système d'irrigation demeure inchangé. C'est ainsi que les Bédouins ont réussi à dompter les terres fertiles mais limitées de cette zone. Grâce à cette technique, associée à la domestication du dromadaire, ils ont pu s'établir et créer des villes dans le désert. Il y a 3000 ans, les locaux ont découvert comment utiliser les affalages, c'est-à-dire l'ensemble des tunnels souterrains qui conduisent l'eau. Cet ingénieux système distribue l'eau souterraine grâce à un réseau de tunnels émergeant parfois dans des rigoles pouvant être dirigés et régulés vers des terrains aquifères et des palmiers. Ce système a transformé la vie dans le désert. C'était une petite révolution à l'âge du fer. Des personnes se mettent à domestiquer les dromadaires qu'ils utilisent pour faire du commerce longue distance. Et ils inventent des systèmes d'irrigation qui leur permettent de s'étendre vers de nouvelles zones où l'eau était inexistante. La population a donc beaucoup augmenté à cette période. Les portes du désert étaient ouvertes, autorisant la création de nouvelles colonies et de nouvelles villes. Aujourd'hui, comme jadis, une nouvelle ville est en train de naître. Une ville d'un tout nouveau genre. Située dans la proche périphérie d'Abu Dhabi, Masdar constitue l'une des écovilles en construction les plus ambitieuses au monde. Son objectif ? Une vie sans émissions de carbone, sans déchets et alimentée par des énergies renouvelables. Masdar va être une ville modèle, orientée vers le développement durable et les énergies renouvelables. Nous allons démontrer qu'il est possible de construire des villes qui ne consomment pas d'énergie, contrairement à celles que nous connaissons aujourd'hui. On pourrait penser que les Émirats arabes unis, un pays riche en combustibles fossiles, n'avaient pas besoin d'un tel projet. Mais le gouvernement a compris que le pétrole n'est pas une source inépuisable et qu'il faut se libérer de cette dépendance. Le projet Masdar représente donc le point de départ de ce changement, mais aussi un exemple à suivre. La preuve faite au monde entier qu'on peut vivre autrement, qu'on peut faire les choses différemment. Tel est l'objectif de Masdar. Concrétiser toutes ces idées, montrer que c'est réellement possible et viable, et donner envie à d'autres de faire la même chose. En arabe, Masdar signifie source, la source d'un nouveau départ, comme l'ont été les affalages pour les Bédouins. Avec la naissance de Masdar,
Abu Dhabi dessine un nouveau type de ville et prouve que l'homme peut à nouveau vivre en harmonie avec la nature. À 250 km de là se trouve un autre symbole pour un nouveau départ, l'île Sir Baniyas. Cette réserve naturelle abrite plus de 10 000 animaux vivant en liberté. Oryx d'Arabie, guépards, hyènes et autres gazelles. Il y a longtemps, tout le pays ressemblait à Sir Baniyas. Abu Dhabi signifie « le père de la gazelle », un nom que tentent d'honorer les biologistes qui travaillent sur l'île. Dans les années 70, Sheikh Zayed a compris qu'il fallait préserver la faune pour les générations futures. Il a commencé par constituer une sorte de collection privée qui comprenait des espèces menacées venant d'Arabie, mais aussi d'autres régions du monde. Ces animaux étaient gardés dans des campements et des centres de reproduction. Aujourd'hui, nous essayons de perpétuer cet héritage, tout en créant de nouveaux systèmes de conservation au sein de l'île. Le programme de reproduction a si bien fonctionné que les populations animales ont vite augmenté. Des méthodes naturelles ont alors été utilisées afin de préserver l'équilibre de cet écosystème. Dans la réserve, nous avons à la fois des prédateurs et des herbivores en liberté. L'objectif, c'est de créer un écosystème efficace qui nous permette de contrôler naturellement la forte capacité reproductive de nos ongulés. C'est pour cette raison que nous avons introduit des prédateurs dans la réserve. Avant de devenir un refuge pour la faune d'Arabie, Sir Baniyas était une île désertique. Ici, la pluie tombe rarement, plus de 2 fois par an. Pour préserver le parc, il a fallu lui apporter de l'eau de façon artificielle. Des systèmes d'irrigation ont transformé le désert en étendue de verdure, permettant ainsi à ces espèces de survivre. Des espèces comme celle-ci, le symbole de Sir Baniyas. La licorne jadis mythique, l'Oryx d'Arabie. En 1972, l'Oryx d'Arabie était une espèce éteinte à l'état sauvage. Les animaux que nous avons sur Sir Baniyas sont donc issus de programmes de reproduction destinés à créer des troupeaux plus importants, tout en maintenant la plus grande variété génétique possible. Sheikh Zayed a eu la clairvoyance de capturer les rares individus qui vivaient encore en liberté et de les placer en lieu sûr autour des Émirats. Le programme d'élevage des oryx d'Arabie a été une telle réussite qu'il est considéré aujourd'hui comme l'emblème de Sir Baniyas. Dans les années 70, nous n'avions que quelques individus. Puis, grâce aux échanges et au programme de reproduction, notre troupeau en compte maintenant plus de 500. Ces animaux sont importants. D'une part, l'Oryx d'Arabie n'existe plus à l'état sauvage et d'autre part, ils font partie d'un programme de l'Agence environnementale d'Abu Dhabi visant à réintroduire entièrement l'espèce dans son habitat naturel. Ces animaux qui seront bientôt relâchés dans la nature représente l'avenir d'une espèce qui avait presque disparu. L'île de Sir Baniyas symbolise les efforts avant-gardistes de Sheikh Zayed qui voulait sensibiliser le monde aux besoins urgents de préserver la faune pour les générations futures. Elle doit assumer l'héritage du passé tout en menant les expériences du présent.
Cette île, qui représente aujourd'hui un refuge pour espèces menacées, cache aussi un autre trésor. L'une des plus importantes découvertes archéologiques du Golfe y a attiré des spécialistes du monde entier. En 1994, un groupe d'archéologues a été invité par le président Sheikh Zayed à réaliser des fouilles sur Sir Baniyas. Et nous avons découvert un site très important à l'est de l'île. Quand nous avons commencé les excavations, nous n'étions pas sûrs de savoir ce que c'était. Ça ressemblait à une zone d'habitation avec des pièces et des bâtiments. Les poteries que nous avons découvertes dataient de la période pré-islamique, c'est-à-dire vers l'an 200 ou 300 de notre ère, juste avant l'arrivée de l'islam dans cette région. Pendant des années, les archéologues ont rassemblé les pièces du puzzle, permettant de savoir qui a construit ces murs oubliés et quand. Nous avons découvert les ruines d'un monastère chrétien avec une église. Nous avons trouvé des croix en plâtre et des décorations chrétiennes. Nous avons alors réalisé que ce qui se trouvait au milieu du complexe, c'était une église. Et qu'autour de cette église se trouvaient des dortoirs destinés aux prêtres qui officiaient au sein du monastère. Depuis, les recherches archéologiques ont permis d'établir l'histoire de ce site et de savoir comment les chrétiens sont allés plus loin que ce que l'on pensait précédemment. Le site du monastère a probablement été fondé en 600 après Jésus-Christ et a duré jusqu'à l'an 750 environ. Il a donc été construit avant la naissance de l'islam et a été habité pendant 1 siècle et demi avant d'être abandonné. C'est le monastère chrétien le mieux conservé dans toute la partie est de l'Arabie. Et il nous a apporté beaucoup d'informations sur la façon dont le christianisme s'est répandu à travers la péninsule arabique avant l'arrivée de l'islam. Au-delà de ces gratte-ciel, de ces villes nées au milieu de nulle part et de ces formidables projets d'avenir, l'émirat d'Abu Dhabi recèle bien d'autres richesses. Derrière cette façade de modernité se cache une société née entre la mer et le désert, un peuple fier de ses ancêtres, qui ont travaillé dur dans un environnement particulièrement hostile. Ce pays a un passé très riche et très ancien, qui remonte jusqu'à la préhistoire. C'est un message que les Émiratis doivent comprendre. Ils peuvent être fiers de leur pays, qui a toujours tenu un rôle important. Mais ce n'est pas du pétrole dont ils doivent être fiers. C'est un phénomène encore trop récent. Ils doivent être fiers de leurs lointaines origines préhistoriques. You cannot move. Une nation basée sur le mode de vie des Bédouins ne peut pas entrer dans le 21e siècle si elle oublie ses racines. Le gouvernement nous encourage à préserver notre héritage par le biais des compétitions, de la fauconnerie, des chevaux et des dromadaires. On en voit beaucoup. Et si notre gouvernement fait autant d'efforts dans ce sens, c'est pour préserver un héritage que nous sommes progressivement en train de perdre. Je le dis aux jeunes d'ici, vous avez un passé important, alors soyez-en fiers.